s'appelle Dong, un protagoniste faible et moqué par tous à l'école. Mais un jour, il se retrouve piégé dans son jeu préféré, devenant le squelette le plus faible d'un nouveau monde où il devra souffrir. L'histoire débute quand, après les cours et isolé dans sa chambre, il prend son après-midi. Lors d'une partie tout à fait normale avec ses camarades, où ils ont pour mission d'éliminer des milliers de slimes de niveau 1. Cependant, comme il était ennuyeux de les tuer un par un, le prota-chef planifie de regrouper les petites créatures avec un appât pour les éliminer d'un coup. Et c'est tellement efficace que, dès l'après-midi, ils ont déjà terminé la mission de rang 31. Son problème est que quand chacun reçoit son coffre, les autres gagnent des armures ou objets précieux. Le protagoniste ne trouve que le message du jeu, l'invitant à faire partie de ce monde. Alors, il pense que c'est une blague, mais lorsqu'il rejette le message, il finit par être aspiré par un vortex qui l'emmène dans une autre zone de la carte. Mais pas comme un joueur, mais comme la créature personnage non-joueur la plus faible de tout ce monde fantastique. Et surpris de ne pas avoir d'inventaire, il ne peut retourner à sa vie réelle. Tout est un chaos pour lui en plus. Maintenant, il ne peut même pas vaincre un seul slime de niveau 1. Malgré tout, le prota est un stratège expert et avec toutes les années d'expérience qu'il a dans le jeu. Il a des astuces, comme envoyer ses novices combattre des gobelins qu'il ne peut toujours pas battre. Pendant ce temps, il se contente de récupérer l'expérience grâce aux assistances, c'est-à-dire pour avoir créé la bataille. C'est ainsi qu'il atteint le niveau 2, ce qui est rare pour ce type de personnage non-joueur. Il parvient même à prendre quelques sbires, y compris le slime qu'il a vaincu. Ainsi, l'apparition de cette anomalie attire l'attention des joueurs de la capitale. Plus précisément, le chevalier que nous avons vu au début et qui s'occupe d'humilier et de tuer à plusieurs reprises. Ainsi, le nouvel objectif de Sung Jin-woo est de devenir suffisamment puissant pour vaincre le chevalier. Ainsi, pendant son séjour dans la forêt, il s'occupe d'éliminer toutes sortes de bêtes pour augmenter ses statistiques, allant même jusqu'au niveau 20 accompagné de gobelins. Cependant, il sait que son avenir se trouve en ville où il ne peut pas encore entrer pour le moment. Comme il reste un personnage non-joueur, il doit chercher une autre solution. En parallèle, nous rencontrons Lin, la nouvelle joueuse, avec qui nous explorons l'immense arbre de compétences du jeu. Elle choisit de devenir invocatrice niveau 1. Cependant, pour une raison que nous ignorons, ou bien les personnages non-joueurs de la forêt deviennent-ils trop puissants pour ses novices. Tout ça parce que le prota crée une communauté de squelettes, de gobelins et autres, à qui il fait monter de niveau, les rendant forts et intelligents. Même dans des quêtes qui étaient faites exclusivement pour les joueurs, alors elle est en train de casser le jeu, même si parfois c'est de manière étrange. Le fait est que maintenant, le prota a sa propre escouade, avec laquelle, en plus, il gagne beaucoup d'argent. Mais ici, il décide de laisser les personnages non-joueurs évoluer par eux-mêmes. Il prend sa part des gains et cherche un autre moyen de devenir le plus fort. Mais maintenant en ville, pour cela, il tombe justement sur le terrain des invocateurs, où se trouve la petite Lin, en tant que débutante qui ne comprend rien. En le voyant, il choisit de l'utiliser pour ses plans. En tant que personnage non-joueur, il se fait accidentellement adopter par la jeune fille, même si au début elle refuse. Elle réalise que le protagoniste a des compétences et une sagesse utiles sur le jeu. Ignorant que cela convient au protagoniste, qui a désormais une maîtresse lui permettant d'entrer dans le royaume. Même s'il s'en rend compte à sa manière, il réalise qu'il peut plutôt bien s'entendre avec cette fille. Le problème, c'est qu'ils ignorent être surveillés par ce duo mystérieux. Ils paraissent des puissants, mais poursuivent leur objectif actuel, monter de niveau au plus vite. D'abord, Dong va au temple des professions pour échanger son personnage non-joueur elfe contre un vampire, avec une apparence plus imposante et un nouveau message du système, en lui disant que tout ce qui se passe est décidé par quelqu'un d'important dans le jeu, ce qui le laisse pensif. Le duo mystérieux, sous une nouvelle apparence, tente de persuader Lin que le protagoniste l'utilise, et qu'une fois qu'il aura obtenu ce dont il a besoin, il va se débarrasser d'elle. Cependant, cette fille est assez naïve, et elle se contente d'être très attristée. Mais c'est ici que, avec sa nouvelle apparence, il clarifie non seulement ses intentions à la jeune fille, mais il lui jure aussi de ne jamais l'abandonner. Donc mauvais point pour le duo mystérieux. Ainsi pour le moment, les protagonistes profitent un peu de la ville, jusqu'à ce qu'ils passent à un examen pour sélectionner les meilleurs du royaume. Et peut-être repartir avec des récompenses. Quelque chose attire l'attention de l'un, désormais confiante avec Dong comme animal de compagnie. Le problème, c'est que lorsqu'ils vont s'inscrire, le chevalier, et objectif du protagoniste, apparaît pour essayer de rabaisser la fille et de l'emmener dans son groupe. À ce moment, le protagoniste le défend. Bien qu'il reste une mascotte, il défie le chevalier et le bat entièrement grâce à son nouveau niveau 34. En fait, il perd tout le respect de la ville, car son ennemi n'est rien d'autre qu'un personnage non-joueur. La vie s'améliore pour les protagonistes.
surtout après avoir sauvé cette blonde grincheuse. Celle-ci le récompense avec un manuel qui contient les meilleures réponses pour l'examen à venir. Mais avant, Pellon voit comment Lin s'attache de plus en plus au protagoniste, qui pour elle reste un personnage virtuel. Pourtant, elle découvre peu à peu des aspects de lui qui lui plaisent, comme le fait qu'il soit le chef d'une communauté de bêtes qui, en ce moment, progresse énormément dans la forêt, en seulement 3 jours. Alors Don met la fille à l'aise, même s'il n'a pas l'intention de lui révéler qu'il est aussi un joueur, et il ne le peut pas non plus. Cependant, en fait, il pense qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui attendent son retour dans le monde réel. Mais sa famille est ravie de sa disparition, et il est très facilement remplaçable au travail. Le gâté est fort. Pour l'instant, il confie la fille à ses subordonnés. Il peut enfin utiliser ses compétences d'hommage de vampire pour gagner des niveaux. La tâche devient plus facile pour le protagoniste, qui s'enfonce alors dans la forêt plusieurs jours. Et nous avons un problème avec Lin, qui se sent abandonné par le protagoniste, même lorsqu'il quitte le jeu et retrouve son ami dans la vie réelle. Elle lui explique qu'un personnage non-joueur de son jeu préféré l'ignore. C'est assez fou, mais cela trouble toujours cette fille. Pourtant, elle retourne dans le jeu alors que le protagoniste finit son entraînement. Il trouve vite Lin, lui raconte tout et lui remet des objets précieux qu'il a récoltés sur les bêtes les plus puissantes. Et ici, après tout le processus d'enregistrement, les protagonistes reçoivent un message leur disant qu'ils ont été acceptés et qu'en plus, ils occupent la 8e place parmi les plus puissants. Même si la fille Maesta est niveau 10, le protagoniste dépasse le rang 40, ce qui les aide. En effet, les gens qu'il rencontre le sous-estiment à cause de son apparence. De plus, aux portes de l'endroit, il rencontre la blonde d'avant, qui s'avère aussi être une guerrière importante, avec des bras mécaniques. Mais ici, ils sont accueillis à l'événement par le légendaire Maître King, qui est plus raide que n'importe qui, mais c'est le plus puissant de la région. Il leur explique le fonctionnement. L'examen comporte 3 épreuves de collecte, de compétences et d'invocation. Pour cela, même s'ils ont de grandes équipes comme rivaux et qu'ils appartiennent à des familles aussi importantes, le protagoniste décide de s'occuper lui-même de la collecte d'une sorte de queue, pendant que les filles s'occupent de l'épreuve d'habileté où la blonde semble être la plus utile, grâce à ses bras mécaniques. Le problème, c'est qu'ils sont toujours observés par le duo étrange d'avant, qui cette fois-ci s'en prend au protagoniste. Mais cette épreuve est finalement facile. Paradon, niveau 60, agit telle une bête et atteint rapidement ses objectifs grâce à sa force et ses stratégies supérieures. Extra décide de se faire un peu d'argent, alors il commence à harceler d'autres joueurs, leur vendant l'opportunité de réussir l'épreuve. Mais avec des coûts excessifs. Pourtant, cela fonctionne pour lui, car il semble intimider ses clients potentiels. Même ici, le chat mystérieux finit aussi par se faire arnaquer. Pendant ce temps, les filles tentent d'utiliser leurs compétences pour obtenir les engrenages lors d'une épreuve d'assemblage d'artefacts. Donc ça va bien, mais le problème, c'est Dawn, propriétaire avec les pièces d'Oro Personne. Elle tombe sur une rivale qui faisait exactement la même chose. Puisque selon les règles, cet acte n'est pas interdit. C'est juste dégoûtant. Alors, quand on pensait qu'elles allaient avoir une grosse dispute pour garder les clients, finalement, ces deux-là s'allient à la dernière minute pour voler davantage, en usant de stratégies et mise en scène pour pousser à acheter des objets inutiles. Tout ce succès et la popularité croissante du protagoniste commencent à attirer l'attention des grands joueurs de la région qui, sans trop comprendre, accordent du respect au protagoniste pour ce qu'il accomplit. Bien qu'il ne soit qu'un personnage non-joueur, la mascotte d'une participante, il finit sous les projecteurs. Comme nous le saurons plus tard, les divinités des ténèbres. Le fait est que parmi ces grands joueurs, ils reçoivent la visite de la millionnaire qui veut acheter des objets de l'épreuve et finit par tout emporter. Pour elle, l'argent n'a aucune importance, mais elle est charmée par la personnalité du protagoniste. Son objectif personnel serait-il de l'acheter comme animal de compagnie? Cependant, Dawn n'est pas seule à voler des objets utiles aux autres. Comme Juan, l'autre membre du duo mystérieux, s'est retrouvé avec les engrenages de la 2e épreuve, ce qui freine les filles. De plus, il ne tarde pas non plus à saboter le protagoniste en montant ses propres clients contre lui. Un seul ne pose pas problème au protagoniste, mais réunis, c'est un chaos incontrôlable. Donc Dawn n'a pas d'autre choix que de s'enfuir avec son nouveau compagnon. Et maintenant que tout ce qui concerne la première épreuve est terminé, il apparaît devant Lynn avec une véritable avalanche d'ennemis derrière lui. Pendant que cette fille apprend tout le mal grâce à Juan lui-même, qui essaie à nouveau de les séparer. Cela ne marche pas, car cette fille est très loyale. De plus, le protagoniste,
profitant de la zone ouverte, parvient à éliminer plusieurs ennemis, car ses capacités physiques sont bien supérieures. De plus, ses pouvoirs de vampire lui facilitent beaucoup les choses. Cependant, il se fait quand même réprimander à la fin. L'important, c'est que les filles ont presque terminé les inventions de la deuxième épreuve. Alors pour ne pas gêner, Don laisse l'ours avec ses amis, pendant qu'il emmène tous les types qui les poursuivent dans une zone éloignée. Il enquête même pour savoir qui a été l'auteur de tout cela, même si, malheureusement, il ne le découvre pas à temps. Et quand il est acculé par un tas d'ennemis, Juan change astucieusement de camp et commence à gagner la confiance du protagoniste. Parce qu'il est très fort et qu'il veut l'intégrer à son équipe. Et lorsque Don, après avoir mis une raclée aux autres participants, se retrouve sans énergie, Juan saute pour le sauver, lui proposant qu'en échange de son sauvetage, il rejoigne son équipe. Mais Don n'y réfléchit même pas et refuse l'offre, parce qu'il est engagé envers Lynn, ce que Juan ne supporte pas, qui vend automatiquement le protagoniste, l'abandonnant sans énergie et face à de multiples ennemis. Tout comme Lynn, qui a des ennuis car ils veulent la lyncher pour être la propriétaire de l'escroc. Pourtant, même si cela semblait la fin pour les protagonistes, tout ne peut s'arrêter là. Lynn invoque le slime qu'elle a eu au village des gobelins, inoffensif et inutile au combat. Mais il prend rapidement la forme du culturiste le plus musclé qui puisse exister, prenant ainsi le contrôle de la situation puisqu'il est trop fort et montrant que la fille a vraiment beaucoup de chance. Le protagoniste résout sa situation en choisissant de retourner chez sa propriétaire. Avantage d'être un personnage non joueur. Jean subit les conséquences de son plan. Il déteste désormais Don et lui pour les avoir trahis. Le protagoniste rejoint son équipe, ce qui est un succès, et il termine l'épreuve de mécanique, même si avec des créations assez étranges. Mais l'important, c'est que c'est valide. Et à cet instant, la femme de l'ours apparaît, c'est cette jolie fille qui s'occupe de l'épreuve d'invocation de sceau. Et comme ils sont un groupe, ils finissent par accomplir les 3 tâches, ce qui fonctionne pour tout le monde. Don réalise seulement maintenant que ses espions étaient le chat et Jean, vraiment lents. Mais le fait est que le groupe obtient la 2e place, lors de ce premier examen. À la plage, où ils peuvent se reposer. Et pourquoi ne pas flirter un peu? Encore une fois, la millionnaire veut acheter le protagoniste, qui refuse pourtant beaucoup d'argent. Ici, ils attendent en fait la 2e épreuve du soir avec les 50 qualifiés, elles concernent tous. Comme dans Among Us, mais avec des missions en plus, et des rôles comme assassin, victime ou héros. Actuellement, le protagoniste sait qu'il doit chercher les meilleures alliances en analysant la situation. Des surprises, comme Juan qui a aussi réussi et fait partie des qualifiés. Il a maintenant un nouvel objectif, affronter la dernière épreuve, pour voir qui remportera les grands prix, que tout le monde veut, mais qu'une seule équipe emportera. Ainsi, Lynn débute comme voyante et peut connaître l'identité de certains joueurs. Et comme ce couple a quelques problèmes avec le chat de la première partie, c'est le premier qu'il découvre comme l'un des tueurs. Don saisit l'occasion pour se venger. Et même si l'ennemi se révèle très insaisissable lorsqu'il est acculé, il utilise toutes ses compétences de ninja, mais Dawn est bien plus forte, même avec des alliés de son calibre. Alors avec l'aide du slime injecté de l'eau, il le capture. Après avoir joué avec lui et obtenu les infos, puisque comme nous le savons, il vient de Quaz de Yegu qui a trahi le protagoniste et semble encore cacher beaucoup d'autres choses. Mais il ne trouve pas grand-chose avec le chat, et ils en finissent simplement avec lui, l'éliminant de la compétition. Bien qu'il ne disparaisse pas, il reste un spectateur fantôme racontant tout à son chef sur Dawn. En tout cas, ici les protagonistes retrouvent leurs équipes, qui de leur côté ont aussi éliminé d'autres assassins, leur donnant des points pour avancer dans le classement. Alors Yegu ne perd pas de temps et cherche à s'allier avec Sue, représentante de l'une des familles les plus influentes de ce monde, qu'il essaie de convaincre avec des informations sur les protagonistes et d'autres joueurs proches. Sue n'accepte pas actuellement. Là, il croise par hasard le protagoniste, soupçonne aussitôt un imposteur et décide de l'attaquer. Alors, en sentant l'aura meurtrière de l'albinos, il met Lynn en sécurité et décide d'entrer dans le combat de manière astucieuse. Il cite un sort explosif qui se révèle être juste une barrière de glace. Le couple s'échappe, mais cela décourage le protagoniste, surpris de se sentir aussi acculé par un adversaire. Et c'est Lynn qui le motive, en plus de lui montrer toute la loyauté qu'elle lui porte. Et justement, le côté stratégique du protagoniste est quelque chose qui intéresse Sue, qui veut maintenant les recruter dans son équipe. C'est ainsi que nous arrivons au lendemain, où toute l'équipe se réunit. Laquelle, malgré de bons atouts, sait qu'il lui manque quelque chose. Et c'est là que 2 joueurs apparaissent, que nous avons vus il y a longtemps.
Et après avoir fait connaissance, la fille se révèle être assez sérieuse et concentrée. Et l'autre est un idiot qui confond Don avec sa mère. Assez étrange. Donc cette loyauté pourrait leur servir plus tard. Ainsi, l'équipe de combat est complète, mais Sue apparaît alors et propose au protagoniste de rejoindre son équipe. C'était dit assez arrogant. Selon le classement, le type occupe la première place avec près du double de points du second. Qui sont les protagonistes ? C'est là que la blonde intervient pour montrer à l'albinos qu'il se moque de son score. Surtout parce que cela peut changer. Et l'héritier reste un joueur comme les autres. C'est pourquoi Don intervient pour calmer les choses et accepte de parler avec Sue. Malgré son ego, il veut vraiment que le protagoniste rejoigne la guilde, une option intéressante vu son importance. Mais là où il se voit obligé de suivre des ordres, ce que Don, avec sa confiance habituelle, finit par refuser. Et c'est ici que l'héritier lui montre sa carte maîtresse, qui est l'une des armes légendaires présentes dans le jeu. La première que nous voyons, ce sont des objets spéciaux, obtenus dans les niveaux élevés. Il le sait très bien. Même s'il tente de rester impassible, il est conscient du désavantage de son équipe. Avec l'encouragement de quelques coéquipiers, il élabore un plan pour sortir de cette situation difficile. Il cherche mystérieusement des alliés, qui, tout en restant intéressé à acheter le protagoniste, devient presque obsessionnel. La seule chose que Don parvient à lui proposer, c'est une alliance, où elle lui donne quelques-uns de ses guerriers, et le protagoniste se charge de lui trouver un animal de compagnie. Aussi maligne que lui, ils trouvent un accord. Mais la surprise arrive, et en fait, Don finit par proposer une trêve au fameux Yegu, remarquant dès le premier instant la fausseté des deux, juste pour laisser les problèmes derrière. Mais malgré tout, ils finissent par unir leurs forces pour le moment, afin de planifier une embuscade contre Sue, où Don lui facilitera les choses pour que le chef maléfique soit le premier du classement. Quelque chose qui, évidemment, cache un piège. Mais bon, lorsque la réunion se termine, le protagoniste cherche un allié de plus. C'est Zen, autre héritier des familles influentes et rival de toujours dessus, qui possède également sa propre arme légendaire. En tant que prêtre, il lui propose quelque chose de semblable à Yegu, ce qui éclaire les intentions du protagoniste. Son désir de vengeance le pousse à accepter, permettant à Don de mettre son plan à exécution cette nuit-là. Puisqu'il rencontre Sue sur la plage, un combat assez inégal commence à cause de l'épée de l'ennemi. Il faut préciser que cette épée a plusieurs niveaux, mais Sue ne peut utiliser que le premier à cause de son jeune âge. Le protagoniste utilise alors toutes ses techniques de combat. Avec son apparence de vampire et de gobelin squelette, il peut aussi séparer des parties de son corps. De plus, l'aide de l'équipe qu'ils ont réunie finit aussi par compter. Et justement, tout près de l'endroit, il s'occupe de son arme, qui n'est autre que la boîte de Pandore. Sue s'en rend compte et, sachant que c'est la seule chose pouvant contrer son épée, décide d'arrêter le rituel. Cependant, tous les membres de l'équipe se joignent au combat et, même en tentant d'utiliser son épée à la fin, le nombre d'alliés reste trop élevé. Et c'est le slime de l'Inde qui finit par sauver la situation. En libérant le pouvoir de la boîte de Pandore, Sen gagne temporairement une force sans limite. Le combat décisif entre les chefs des grandes familles commence ainsi, à un niveau si élevé que le protagoniste ne peut aider qu'avec quelques attaques. Cela énerve Sue, qui brise le sceau de son épée, gagnant en puissance mais perdant la raison. Il attaque le protagoniste avec tant de rage qu'il oublie tout le reste. Et même si Don finit grièvement blessé, au point de mettre sa vie en danger du plan I, l'un apparaît comme sa maîtresse pour lui donner la vitalité qui lui manque. Ce qui, avec son attaque de glace, donne à Sen l'occasion parfaite de porter le véritable coup final, ce qui élimine finalement Sue de la compétition. À la fin, Ryan, il admet le talent de celui qu'on considère comme le personnage non-joueur le plus faible. Cependant, même si l'ordre du classement change, il n'est pas révélé avant le lendemain. Là, à la surprise générale, Yegu se retrouve en première position, et comme on le soupçonnait, il a son propre plan en tête. En effet, Sen, après avoir utilisé la capacité de sa boîte, se retrouve totalement vulnérable, ce que Yegu savait déjà. Il n'a pas perdu une seconde pour l'attaquer par surprise et s'emparer de tous les points. Car le chef maléfique est aussi l'un des imposteurs dans cette épreuve. C'est quelque chose qui surprend tout le monde, mais pas tant que ça le protagoniste qui s'attendait à un résultat similaire. Cependant, ils doivent encore faire quelque chose. Alors Don rassemble son équipe, où tout le monde s'attend à ce que Yegu se cache pour garder ses points. Le protagoniste sait que tout sera différent grâce à l'équipe qu'il a réunie. En additionnant les points de chaque membre, ils atteignent le niveau du premier du classement. Il est donc probable que ce type saisisse l'occasion d'assurer sa victoire, en gagnant des points supplémentaires.
Donc le protagoniste a déjà une nouvelle idée et il commence à élaborer un plan d'embuscade contre Yegu, tandis que son subordonné l'écoute. Quelque chose fait exprès pour qu'il transmette de fausses informations à son maître. En plus, Don s'assure qu'il croit que l'un a un rôle de victime et que ses points sont les plus précieux. Ce qui est important pour la suite, car le soir, Yegu n'arrive pas à supporter l'attente. Après avoir appris le plan de Don, il décide de les attaquer sur place. Au début, le combat est assez équilibré et le protagoniste fait semblant de protéger l'un. Ce qui fait que l'ennemi s'intéresse davantage aux points de cette fille et montre plus de sa puissance, qu'il semble réprimer, éliminant la majorité des joueurs et s'occupant même de la force brute du slime, donc Link se retrouve assez acculé. Est-ce que tout cela fait encore partie des plans du prota? Don utilise désormais son meilleur niveau, tant en attaque qu'en stratégie. Car lorsque Yegu semble tout avoir sous contrôle, le prota surprend avec son ancienne apparence, séparant des parties de son corps comme s'il s'agissait d'un squelette, avec lesquels, lors d'une attaque surprise, il semble vaincre l'ennemi. Cependant, évidemment, cela ne s'arrête pas là. Et c'est que l'imposteur est bien plus fort que prévu, avec une dague qui non seulement change de forme, mais qui est aussi indestructible. Il lui est donc facile d'éliminer tous ceux qui le gênent. Et les plus forts, c'est pas là, il les enferme dans une cage fabriquée avec la troisième arme légendaire cachée, soumettant totalement ceux qu'elle touche. À ce moment, l'un est sans défense, mais heureusement, au bon moment. La blonde apparaît, mais à cause de cela, elle finit gravement blessée. Alors, ceux qui étaient enfermés ici se motivent et en utilisant la force brute, parviennent à sortir de la cage. Malgré quelques sacrifices, surtout le grand costaud, le protagoniste arrive à temps et empêche l'attaque contre sa maîtresse. Il découvre même l'identité de Yegu, qui, à la surprise générale, a la même apparence que le protagoniste. Ce qui distrait Don'tsis et laisse l'un avec une blessure mortelle, ce qui semblait donner une victoire claire à l'ennemi. Mais voici la surprise. Entre assassins, ils ne peuvent pas s'attaquer. Et la fille, elle était aussi une imposteur. Ainsi, Yegu, ignorant tout, fut pénalisé. Et toutes ces statistiques sont réduites à 50%, le laissant dans un état très vulnérable. Et il finit par perdre tous ses points. Le protagoniste et sa maîtresse restent ainsi les incontestés numéro 1 de l'épreuve. Cependant, tout n'est pas rose, car à la dernière minute, Yegu en profite pour dire quelque chose compromettante sur le monde réel du protagoniste. En ce qui concerne ses parents, qui ne l'aiment pas, et son travail, où il a été remplacé un jour après. Cela le rend pensif, surtout avec l'arrivée de Liyue, troisième héritière des familles influentes du jeu. Voyant l'attaque imminente à 30 secondes de la fin, le protagoniste choisit de défendre son score. Nous vivons une transition confuse sans savoir ce qui s'est passé. Nous arrivons directement à la publication des résultats, où les gagnants de l'épreuve d'admission sont les protagonistes. Ce qui est assez surprenant pour un duo qui était essentiellement le plus faible et le plus déséquilibré de tout le tournoi. Il gagne l'accès à la Grande Académie des Guerriers et obtient un indice pour finir ce jeu de réalité virtuelle. Cependant, le protagoniste décide de ne pas garder cette information pour lui et la révèle à tout le monde. Pour lui, c'était une victoire collective. En lisant le parchemin, en fait un poème confus, il remarque qu'il porte la même marque que celle reçue à sa réincarnation. Voilà pourquoi nous ne voyons plus que des questions. Ajoutez ce qui s'est vraiment passé avec Liyue. Comme la fille n'a pas attaqué le protagoniste à la fin, mais lui a imposé un pacte pour se revoir après la cérémonie. C'est là que la fille commence à nous donner des indices sur la situation, en faisant d'abord partir l'un. La seule véritable joueuse parmi les 4. Les autres étant des personnages non-joueurs, y compris le protagoniste. Ce qui ne rend pas la fille très heureuse. Mais bon, allons à la réunion où Liyue, qui est totalement un personnage du jeu, commence à donner des détails sur le monde réel, comme si elle le connaissait. Elle raconte qu'autrefois, elle s'occupait d'un couple de joueurs. Que pour les personnages non-joueurs, ils sont comme des voyageurs d'autres mondes qui peuvent être en ligne ou non quand ils le souhaitent. Cependant, elle s'est attachée au couple et, voyant qu'ils se connectaient moins, elle a eu des soupçons. Prenant conscience qu'un des 2 joueurs était décédé dans la vraie vie. C'était confus pour elle, car selon les règles de son monde virtuel, il aurait juste dû réapparaître comme tout autre personnage non-joueur, mais en entendant les pleurs de la fille, il a compris qu'il parlait de choses différentes. Dans un monde où tu n'as qu'une seule vie. Alors, avec l'aide d'autres personnages non-joueurs et le groupe de chefs de l'obscurité que nous avons déjà vu, ils ont découvert qu'il s'agit d'une réalité différente. C'est pourquoi tous ces personnages sont très curieux, surtout envers le protagoniste. Dans un personnage non-joueur, donc l'idéal de cette fille est de réunir une équipe avec laquelle tous ces personnages pourraient voyager vers l'autre réalité, ce qui pose problème au protagoniste,
car cela pourrait être sa sortie, mais non. Avant d'accepter, il garde simplement l'information pour lui. Et maintenant, il doit aller plus au fond de ce qui se passe, pour pouvoir sortir une bonne fois pour toutes de cette réalité virtuelle et qui semble impliquer les créateurs du jeu. Alors pour le moment, Don et son équipe ne peuvent que continuer à gagner des niveaux et à progresser dans ce jeu de fantasy. Après le succès de la première partie de l'humain enfermé dans son jeu préféré, et qui finit comme le gobelin le plus faible, j'apporte sa suite. Pour ceux qui apprécient cette histoire, qui, tout comme ses personnages, continue de monter en niveau. Eh bien, après la fin de cette première saison pleine de bonne attention. Avec la bête squelette, nous retournons dans ce monde de fantaisie après plusieurs années. Et notre protagoniste Don, malgré le fait d'avoir rencontré de nouveaux amis, a aussi formé un bon groupe d'ennemis. Attaquer la forteresse du protagoniste? En fait, il comptait sur un groupe de personnes plus grand, mais tout le monde s'est retiré. Et la raison est simple, en arrivant pratiquement dans une ville bien plus imposante que les cabanes que nous connaissions. En fait, l'endroit il est tellement préparé à toute attaque, que pendant que le protagoniste joue aux cartes, tout détendu, avec un nouvel ami appelé Q, la menace se fait bien tabasser par différents types de bêtes squelettiques qui renvoient vers ces créatures humiliées. Demander de l'aide à la millionnaire. Mais elle est aussi l'alliée du protagoniste, surtout de lui. Ainsi, la petite créature finit exposée au centre de sa ville. C'est lui-même qui s'occupe de la diriger. Avec sa croissance, elle accueille diverses races, rivalisant même avec la capitale. Cependant, le jeune protagoniste, occupé ailleurs, laisse ses deux subordonnés royaux tout gérer. Pendant ce temps, avec Q et les bulles sur place, ils vont à l'académie. Tournoi. Malgré quelques intrus, il atteint la pierre qui évaluera sa compétence et donc son rang. Certains surprennent avec une affinité magique presque maximale. Seul le protagoniste atteint 100%. Que fait la bête, la machine? Mais les animaux de compagnie comme lui ont généralement ce pourcentage, tandis que sa maîtresse obtient un bon résultat. Même si ce n'est pas ce qu'on attend des 10 meilleurs guerriers, c'est suffisant. Chaque groupe est donc envoyé dans ses chambres, où Burbujas profite d'un endroit luxueux avec tout le confort qu'on peut imaginer. Les animaux de compagnie sont entassés dans une étable. Burbujas demande alors de l'aide au protagoniste. Au milieu de la nuit, inquiet, il est obligé de détruire l'entrée en cherchant la fille. Mais comme souvent, rien ne lui réussit. Et il finit par libérer près de 200 animaux de compagnie enfermés pour que le lendemain débule. Après un simple malentendu, la nuit, il se lève de son lit luxueux recevant la plainte concernant son animal de compagnie. Il a causé le chaos dans toute l'académie et il est enfermé en ce moment avec le sous-directeur qui lui fait des reproches. Non seulement pour les dégâts matériels, mais aussi pour le tort causé aux élèves et aux professeurs. Quelque chose qui, à juste titre, leur vaut l'expulsion de l'établissement. Même si la jeune fille tente de le calmer, il l'ignore. Il ne sait que soudoyer. Le protagoniste intervient et, grâce à son éloquence, le convainc que c'était une urgence avec sa professeure. Malgré tout, il admet ses erreurs et s'engage à être le seul capable d'enfermer autant d'animaux de compagnie. Quelque chose d'intriguant pour le sous-directeur, et grâce à son astuce, il parvient même à obtenir un accès à toute l'académie. Si certaines créatures sont difficiles à trouver, il use habilement des mots dès leur départ. Le directeur lui-même reconnaît chez le protag. C'est ainsi que les dirigeants lui laissent la liberté de rassembler les créatures, comme il l'entend. Don emploie des méthodes discutables, donnant de l'intelligence à certains. Pour diriger leurs propres espèces, il les oblige à remodeler l'endroit qu'ils ont détruit. Il organise une réunion pour que les propriétaires constatent les conditions imposées à leurs créatures. En moins d'une semaine, tout est déjà réglé, ce qui fait la joie du directeur. L'académie reprend son cours normal et permet à ses élèves de se réintégrer. C'est le moment de rencontrer la future mentor de l'équipe. D'abord, on découvre une femme très gentille qui aurait pu améliorer leur vie à l'académie. Cependant, ce n'est que l'assistante de la véritable maîtresse. Une femme imposante leur fait vite comprendre qu'ils ne vivront pas une expérience agréable. Elle sait aussi que le protagoniste. Il lui reste encore 2 animaux de compagnie à trouver. Le premier étant un fantôme assez compliqué et rien de moins que l'animal de compagnie de tout le monde. Alors elle les oblige à régler leur situation. Mais pas sans un peu d'entraînement d'abord, ce qui montre que le protagoniste est bien en dessous du niveau. Tous sont également peu préparés. Au centre de l'académie, ils décident de la suite pour la quête. Grâce à l'ours, ils obtiennent un indice clé. Que le fantôme a l'habitude de compliquer la partie aux nouveaux joueurs. Il tombe facilement amoureux, c'est sa plus grande faiblesse, c'est pourquoi la meilleure idée qui leur vient à l'esprit.
Pour une raison inconnue, cela attire la créature qui, sachant que c'est un piège, ne peut résister à son impulsion. Des fantasmes étranges, honnêtement. Cela permet à la millionnaire de gagner du temps pour l'emprisonner. Puisqu'il est enfermé avec l'ours, il ne semble pas vraiment s'y opposer, même en sachant que c'est un homme. En réalité, il a un autre objectif que le protagoniste reconnaît. Parce que c'était exactement le type qui s'occupait des créatures cette nuit-là. Et pour une raison quelconque, le fantôme sait comment le trouver. Alors Bulls utilise son pouvoir, qui est maintenant bien amélioré, pour l'obliger à aider. Obtenir des infos de ce fantôme reste compliqué. Alors ils utilisent son besoin d'affection. Donc Don fait en sorte que toutes les créatures autour de lui l'ignorent. Quelque chose l'affecte et pousse le fantôme à céder face à la solitude. Lui-même raconte tout à travers ses souvenirs. Pendant un certain temps, sur l'île des démons, Don se consacrait à effrayer tous les joueurs débutants qui voulaient accomplir les missions du jeu. Cependant, un jour, un enfant très peureux est apparu, ce qui a attiré l'attention de la créature, car il n'a jamais fui malgré sa peur. Même lorsqu'il profitait de son innocence pour le mettre plus en danger, il acceptait sans résistance et faisait confiance à tous, touchant ainsi le cœur du fantôme. Il s'intéresse de plus en plus à Xiao Kuai, malgré un début hésitant. Il parcourait souvent et partageait sur l'île autant qu'il le pouvait. Pourtant, le jeune homme évoquait des sujets troublants, comme être alité à l'hôpital, ce que la créature ne comprenait pas. Le voir triste a suffi à briser sa promesse de ne jamais être l'animal de compagnie de quelqu'un. Il a alors fait un pacte avec Xiao pour explorer le monde ensemble, ce qu'ils réussissent en visitant divers endroits, lors d'un événement organisé par le fantôme. L'enfant ne peut pas retenir ses larmes en voyant quelque chose d'aussi beau, avouant ce qui se passe dans sa vie. En réalité, l'enfant est hospitalisé, atteint d'une maladie si grave qu'il n'a que 2 mois à vivre. Même sans craindre la mort ou l'oubli, grâce au soutien de ses parents et de son ami, il veut continuer à profiter de ce qu'il a accompli. Le fantôme est frustré, ne comprenant pas la mort, car dans ce jeu, tous reviennent à la vie. Un peu plus de temps s'écoule. Pendant ce temps, la créature cherche un moyen de résoudre le problème avec une astuce du jeu ou un bug, mais elle n'obtient rien, seulement se faire frapper pendant que son ami agonise. Malgré tout, le directeur comprend ce qu'il traverse et l'un de ses scientifiques essaie de le sauver avec une potion étrange. Et même si cela ne fonctionne pas, puisqu'il s'agit d'une personne réelle, les personnages non joueurs de ce jeu ne semblent pas être aussi inanimés qu'on le pense. Certains sont conscients de ce qu'ils sont et connaissant la nature des humains. Donc d'une certaine manière, l'âme recherchée se trouve quelque part dans le jeu, grâce à la potion. Alors cela motive un peu le fantôme qui décide d'attendre son ami, tout en passant des années à chercher un peu d'affection. C'est pour cela que le prota, après avoir entendu tout cela, il accepte que la créature devienne son assistante, avec tous les problèmes que cela peut entraîner, puisqu'il connaît la culture des humains, mais aussi leur perversion. Malgré tout, cette personne est importante, car elle a croisé l'animal de compagnie disparu, un singe dangereux. Cependant, curieusement, cet être ne se cache pas. On le trouve tout à fait détendu dans une classe ordinaire, car il aime apprendre. Pendant ce temps, l'équipe planifie comment ramener la mascotte à sa place. Cependant, il ne pourrait pas être plus évident avec le bruit qu'ils font. C'est pourquoi Don et ses grandes idées poussent le fantôme à aller parler avec son ami. Il ne le maltraite pas, mais affirme qu'il ne sera l'esclave de personne, même si toute une équipe vient. Il confronte le protagoniste, et Don tente de le convaincre qu'il veillera à ce qu'il fasse les activités qui lui étaient interdites auparavant. S'il veut étudier, il pourra. Mais la bête sait que le protagoniste ne comprend pas et cherche seulement son intérêt. C'est typique des humains. Le singe donc sait certaines choses, se fâche et utilise son pouvoir. Ce qui est très dangereux car cela entraîne l'équipe dans des illusions du passé des protagonistes. L'ours repense à son ancienne vie où il jouait aux jeux vidéo avec une jolie épouse. Mais les problèmes financiers à cause de sa paresse et la désapprobation de ses beaux-parents ont fait que sa femme l'a quitté, ce qui est sa plus grande peur. Même chose pour la millionnaire qui entre dans le jeu grâce aux ressources de son père, dans le but d'obtenir, disons, un nouveau public à qui soutirer de l'argent. Cependant, il a passé tellement de temps à jouer qu'il a oublié le travail, ce qui l'a conduite à une humiliation publique de la part de son père qui lui a tout pris et l'a donné à son frère. Nous nous souvenons de Bulle, qui a toujours été la fille timide et à l'écart de la classe, celle qu'on harcelait sans limite. Et quand elle a cru avoir trouvé sa première amie, à qui elle pouvait parler de son diabète et de son corps si fragile. Elle exploite ces informations pour la tourner en ridicule avec ses harceleurs
qui vont jusqu'à l'extrême. Ainsi, le pouvoir du singe est assez toxique pour l'esprit. Pourtant, Don apparaît dans une autre réalité où il doit maintenant affronter ses propres sbires. Mais il est conscient de l'illusion, car il y a quelques erreurs dans les informations que commet le singe. Ainsi, maintenant plus lucide, il doit se battre. Pendant ce temps, Burbujas utilise sa slim musclée pour se rappeler que son ami n'a jamais été ainsi. Au contraire, dans la vie réelle, elle l'a toujours défendu du harcèlement, brisant le seau comme l'ours. Il doute de sa fausse épouse car elle ne s'est jamais souciée de l'avis de ses parents sur son mari inutile. Toutes ses illusions s'effondrent, y compris celle de la millionnaire, qui a simplement supporté toute cette fausse illusion parce qu'elle s'ennuyait. C'est pourquoi ils sont tous présents ici. Le protagoniste affronte le singe, tandis que Don exploite sa haine des humains pour le pousser à perdre contrôle. Le protagoniste domine le combat. Ainsi, après une action d'équipe, ils réunissent assez de puissance pour rivaliser avec l'ennemi. Ils détruisent cette dernière illusion qui les retenait prisonniers. Même si le protagoniste ne s'en sort pas très bien, rappelons qu'il s'agit d'une bête squelettique. Et avec un bon coup porté à l'adversaire, le vrai visage. Même s'il s'échappe, le protagoniste le laisse faire, car l'ennemi, empathique envers qui ne veut plus se battre. Et après avoir partagé un peu de nourriture, il lui raconte un peu pourquoi il déteste les humains. Avec un souvenir. Car il a toujours été un esclave à vendre à cause de la qualité de sa race. Le vendeur était en réalité le grand-père de l'écureuil, décédé après qu'un client imposant lui ait volé sa marchandise. Et pendant des années, ce chef l'a utilisé pour accomplir ses tâches d'assassin. Pendant l'entraînement. Quelque chose d'aussi sévère que son esprit s'est habitué uniquement à recevoir des ordres et à les exécuter, mais il ne se souciait plus de faire le bien ou le mal. Le problème, c'est Yuyu, une fille qu'il a rencontrée lors d'une mission et qui, malgré sa maladresse, était toujours joyeuse. La voyant sans défense, il a décidé de l'aider. Au départ, reculer pour autrui n'avait pas de sens pour le singe, mais bientôt ce fut sa seule façon d'avancer. Faisant partie de la famille de son patron, ils ont souvent été ensemble. Jusqu'au grand jour où la même créature a vécu une expérience si traumatisante qu'elle en est venue à souhaiter ne jamais l'avoir rencontrée. Si elle devait souffrir de cette manière. Une histoire incomplète qui touche tous, surtout quand la millionnaire découvre un détail supplémentaire. Et il semble que Yuyu soit déjà décédé. C'est ainsi que nous reprenons la réunion de l'équipe, dans lequel la rousse apporte la mauvaise nouvelle qu'après avoir enquêté dans le monde réel, il s'avère que Yuyu est décédé il y a quelques mois. Quelque chose qu'un personnage, le singe, ne comprend pas. Il se souvient de son dernier rendez-vous avec la fille où elle le traitait toujours très bien, au point qu'elle préférait endurer la faim et lui trouver un de ses fruits préférés qu'elle cachait pendant des mois. Alors le singe lui a promis qu'il travaillerait dur pour pouvoir s'acheter tout ce qu'il voudrait à l'avenir. Quelque chose que Yuyu accepte à condition que le singe profite un peu plus de la vie. Et il le fait car le lendemain, il a assez de pouvoir pour protéger la fille lorsqu'elle se reconnectera. Cependant, les jours passent, et cela n'arrive jamais. Le seul qui se connecte est le chef, à qui il essaie de demander des nouvelles de la fille, mais celui-ci agit de manière violente. Il l'écarte apparemment assez énervé et se plaignant d'un œil, un détail important. Malgré tout, comme il s'agit de Yuyu, il n'abandonne pas jusqu'à ce que, sous l'effet de la colère, il lui arrache l'information, avouant qu'elle ne reviendra pas parce qu'il l'a tuée. Quelque chose qui, pour un personnage de jeu vidéo, n'a aucun sens. La mort n'est pas quelque chose de réel, il reste donc sans réponse. Mais à cause de la haine, il finit par commettre le péché pour lequel il serait condamné comme un animal de compagnie dangereux. Et même s'il finit par céder au protagoniste. Cette fille peut être la seule à avoir des informations sur ce qui est vraiment arrivé à sa bien-aimée. Et en fait, la millionnaire lui explique que cet autre côté, comme il l'appelle, c'est le monde réel. Yu n'était qu'une petite fille, avec un demi-frère raté. Qu'un jour, il rentre ivre et frustré d'être la risée des femmes et tente d'abuser de la petite. Heureusement, la fillette blesse son œil et s'échappe, mais pas complètement. Le type la rattrape et maintenant, poussé par la rage, il finit par la pousser dans des escaliers où elle meurt. Une douleur qui renaît chez la créature, maintenant comme un désir de vengeance. Non, le monde réel ne fonctionne pas comme un jeu. Et la millionnaire lui promet que justice sera faite, de la manière dont la justice se fait dans le monde réel. Cela semble le convaincre, mais pas complètement. En tout cas, le travail pour le directeur est fait. Il a tous ses animaux de compagnie, même s'ils ont eu leurs complications.
Cependant, il n'y a pas de repos, car dans la ville voisine, une piste est apparue concernant la mission principale du jeu. L'équipe était la mieux placée pour gérer cela, ce qui éveille les soupçons de Burboujas, puisqu'ils n'ont même pas pu étudier, comme si on les testait pour quelque chose de plus grand. Et le prota en est plus que conscient. Quelque chose que nous confirmons grâce au directeur et à son allié, le docteur que nous avons vu plus tôt, qui est très intéressé par la vie réelle. Ce qui peut être dangereux, puisqu'il donne justement une pilule aux singes, qui faisait aussi partie de ce plan, pour qu'il puisse d'une certaine manière voyager dans l'autre monde, afin de mettre sa vengeance à exécution. Mais pour l'instant, allons avec l'équipe dans la nouvelle ville, où tout le monde choisit des tâches à la recherche de l'indice. Même si Dong en obtient une, la situation reste étrange. Doivent-ils redonner à l'hôtel son succès d'autrefois ? Cependant, ce qui semblait être une tâche très ordinaire sera bien plus que ce qu'ils attendaient. Alors ils arrivent sur place dans une situation assez déplorable, voire lugubre, où leur vieille réceptionniste, appelée Mao, les accueille. Même si elle sait pourquoi ils sont ici, réorganiser l'endroit sera difficile car ils ne peuvent pas utiliser d'argent. Tout doit être le fruit du travail et de l'hôtel. Le problème, c'est qu'en plus d'eux, l'endroit est rempli de spectres qui attendent dans leur chambre. En réalité, ce n'est pas un problème car le protagoniste, sous sa forme de squelette, ne peut être attaqué et subit seulement un léger harcèlement. Mais pour cela, il a la jalousie de Bubble qui finit par le sauver. Et les autres spectres, ils ne sont pas totalement mauvais. Après les avoir contrôlés, ils aident à rendre l'endroit étincelant. Mais Bull finit par trouver une photo assez curieuse, où l'on voit la propriétaire de l'hôtel avec ce qui semble être son petit ami de l'époque. Elles n'y prêtent pas attention, et les spectres partent. À l'exception de Hank, qui est la seule créature attachée à cette zone. C'est un problème pour attirer du public, d'autant plus que la millionnaire paye certaines personnes pour qu'elles viennent. Mais la vieille finit par le découvrir et les met tous dehors, donc ils n'ont pas d'autre choix que d'enquêter un peu sur son passé. Mais tout ce qu'ils ont, c'est une photo. Heureusement, elle reconnaît le brun comme son propriétaire, créant ainsi un nouveau mystère et débloquant une mission cachée. Quelle est la clé à ce stade ? Ils acceptent alors d'aider le mort-vivant à découvrir son identité. Yu-King réapparaît ici sans savoir qui il est, mais il le reconnaît à sa couleur de peau et à quelques marques. Qui vient d'une tribu à l'est du continent. Et avec Link, qui est le gars des contacts, ils prennent un bateau vers l'île, où deux événements surviennent. D'abord, Burboujas exprime sa gratitude de voyager dans ce vaste monde, qui en plus compte des gens comme Mao, qui semblent avoir vécu toute une vie malgré le fait d'être des personnages non-joueurs et qui ont leur propre personnalité. Pour elle aussi, le protagoniste est ce qu'elle a trouvé de plus intéressant ici. Et si ce n'était pas un personnage du jeu, aimerait-elle le rencontrer dans le monde réel ? Il crée une tension car le prota et nous connaissons la réalité des choses. Cependant, c'est justement ici qu'ils sont attaqués, apparemment par des membres de la tribu. Même si ce n'est pas un problème pour des guerriers aussi puissants, cela vient du grand pouvoir de Link. Le bateau finit par être détruit et tout le monde échoue à des endroits différents, ce qui porte malheur aux protagonistes. Il se retrouve dans une sorte de prison avec plein de créatures et d'animaux de compagnie. Burboujas est capturée et conduite devant la reine Ming, qui la reconnaît comme importante. De l'autre côté, cela leur servira pour la grande célébration qu'ils auront bientôt. Alors ils la libèrent et lui offrent tout le confort possible, puisqu'il semble que les intrus qui manquaient sont maintenant apparus sur la plage. Ils mentionnent qu'auparavant, il y avait une partie de la tribu qui traitait bien les touristes. Mais vu la situation comme ils sont poursuivis, cela est dû au changement de chef et c'est quelque chose d'important. Même les animaux de compagnie du protagoniste évoquent la même grotte ou prison où ils sont. Elle a été créée après la guerre civile entre les deux factions de cette tribu. Les barbares, connus sous le nom de Man, qui soutiennent les divinités et traitent bien les créatures par magique. Et ceux dirigés par cette fille appelée Ming, qui ne supportent aucune créature et veulent tout le pouvoir pour eux-mêmes. La victorieuse dirigeante actuelle, celle qui a banni toutes les créatures et emprisonné les 4 bêtes sacrées, qui ont été enchaînées à cause de leur pouvoir. Comme cette tortue qui croise le protagoniste et attend juste sa mort. Heureusement, Bulls n'est pas restée totalement inactive et elle a profité du temps pour obtenir quelques informations, trouvant l'emplacement du protagoniste et envoyant le fantôme pour l'aider. Pendant ce temps, Dong finit par réveiller la bête gardienne, qui au début semble assez insupportable pour être honnête.
Mais son frère, beaucoup plus calme, lui explique que c'est à cause de leur proximité avec la mort. Alors le protagoniste décide de les aider. Savez-vous qu'un animal de compagnie niveau 3 ne pourrait pas faire grand-chose ? Cependant, Dong a un plan, et c'est que son compagnon fantôme peut entrer dans les restrictions ou les chaînes et les briser. Cela tombe bien car la créature arrive, mais elle s'arrête pour aider la blonde et Linga à fuir. Et justement être emmené à la grotte. Alors pendant qu'il arrive, Dong semble assez confiant et décide d'aider les 4 gardiens, recevant un objet clé qui lui sera utile plus tard. Il se dirige donc d'abord vers la prison du grand oiseau phénix, qu'il trouve assez facilement grâce au Slimabule, qui a également été emprisonné. Le problème, c'est que c'est un petit oiseau assez sans défense, car lorsque son cycle d'épique se termine, il recommence au niveau 1, et sans souvenir. Le protagoniste en profite pour le convaincre qu'il est sa mère et qu'il les aide désormais. Pendant ce temps, la blonde est déjà devant la grotte, mais l'entrée est gardée par de nombreux gardes de Ming. Heureusement, la force est peu pratique, mais elle permet à la fille d'atteindre le sceau intérieur. Mais cela alerte la chef qui ordonne leur capture, puisque le jour de la grande célébration approche, où plus personne ne pourra la remettre en question. Après avoir absorbé les 4 gardiens, qui, comme nous le savons, ne sont pour elle que des outils. Alors que le protagoniste rencontre le dragon vert, le gardien le plus puissant, qui reste peu optimiste face à la situation. Mais en voyant l'objet de la tortue que l'on a donné au protagoniste, pense-t-il qu'il y a une chance. Le fantôme surgit pour libérer la créature, exigeant comme toujours la première femme qui l'intéresse. Et même s'ils sont maintenant libres, il ne reste que quelques jours avant la célébration et ils ont besoin que quelqu'un à l'extérieur brise le sceau. C'est pourquoi le protagoniste a les 4 objets clés puisque le dragon détient le dernier gardien. Quelque chose d'étrange. En tout cas, grâce à cela, il peut s'échapper de l'endroit avec une nouvelle mission très importante. Même si la blonde ne brise pas le sceau, elle trouve une cachette des derniers Man, avec un hologramme du fameux Manchi, l'homme sur la photo qu'il recherche. Il explique ainsi les péchés du peuple de Ming. Il y a longtemps, il était un jeune homme avide de conquérir le monde. Il était l'un des candidats pour diriger la tribu avec les Man. Cependant, un bateau a été attaqué par la faction ennemie de la tribu, ne laissant comme survivante qu'une Mao sans défense. Que Manchi sauve grâce à son animal de compagnie. Et même si la jeune fille est un peu perdue à cause de ce qui s'est passé, elle se rend vite compte qu'elle peut faire confiance à Manchi. Malgré certains événements, comme le changement de vêtements, la jeune fille a finalement pris confiance. Avec un assaisonnement délicieux, car son rêve est d'ouvrir un grand hôtel différent de celui de Manchi. Mais le coup de foudre change la mentalité. Et après 6 mois, ils deviennent de plus en plus proches. Même pendant les réunions de la tribu, il néglige ses obligations, laissant tout entre les mains de sa rivale, appelée Yoon, qui était aussi candidate, mais qui est amoureuse de lui. Alors elle s'inquiète de ce qui le distrayait autant. Pourtant, c'était simple. Même si cela le rend anxieux, découvrir la ville principale pour la première fois, la fille transforme vite son inquiétude en le meilleur après-midi de sa vie. Cependant, Mao Mao lui avoue qu'après l'histoire du bateau et avoir fui ses parents, elle n'a nulle part où aller et doit travailler. Alors Manchi décide de se joindre à elle et de l'aider à concrétiser son idée d'hôtel, même s'il doit se courber le dos pour y parvenir. Pendant ce temps, dans la tribu, il y a la trahison de Ming, qui décide d'éliminer les Man par traîtrise afin de rester la seule dirigeante. Et surtout, le pouvoir de soumettre toutes les créatures magiques. C'est pourquoi elle a forcé Yoon à éliminer son principal rival. Et même si elle ne voulait pas le faire, sa maîtresse s'est chargée de la remplir d'une haine factice. Pendant ce temps, Mao Mao est heureux d'avoir enfin ouvert son hôtel, même s'il n'a pas encore de clients pour le moment. Malgré tout, Manchi la motive, il lui dit même qu'il va renoncer à ses obligations sur l'île. À ce moment, Yoon, envoyé pour le tuer, les interrompt. Mais par jalousie, elle choisit d'abord de tourmenter la fille sans pouvoir l'attaquer directement. Parce que cette fille n'est pas aussi ordinaire qu'elle en avait l'air. Elle parvient à la maudire, la faisant vieillir rapidement et perdre ses souvenirs à intervalles réguliers. En tentant de résoudre cela, elle offre à son bien-aimé une seconde chance de supplier Ming de l'épargner. Après avoir vu ce que sa prétendue amie vient de faire et le sort de sa bien-aimée, il choisit d'utiliser la technique interdite. Il fait quitter son âme de son corps pour trouver un autre réceptacle. Cependant, la fille, d'une certaine façon, dans un dernier acte de bonté, elle laisse partir Manchi ayant obtenu le corps nécessaire pour sa maîtresse. Mais avec beaucoup de jalousie envers la femme qui lui a pris ce qu'elle voulait tant.
Revenant ainsi jusqu'à aujourd'hui, où, à quelques jours de la célébration, Ming ne manque plus que le dernier ingrédient qu'il n'avait pas pu obtenir. Et c'est la fille d'un autre monde, c'est-à-dire Bulle, pour la sacrifier ainsi et obtenir assez de pouvoir pour devenir l'impératrice, qu'elle puisse dominer non seulement l'île, mais aussi tout le continent. C'est pourquoi la situation ne cesse d'empirer. Il doit donc agir vite. Nous poursuivons ainsi avec la dernière partie de cette série qui nous suit depuis longtemps. Nous reprenons juste après avoir appris la vérité sur la grand-mère et son ancien amour. C'est pourquoi maintenant le clan du raffinement d'Alma n'a pas de rivaux et possède l'offrande nécessaire pour avoir le pouvoir absolu, sans que Bulls comprenne ce qui se passe réellement. Il profite simplement du banquet. Pendant ce temps, ce vieux maître s'occupe de préparer la sécurité des lieux, car avec autant de fugitifs, tout l'endroit est couvert par une barrière. Pendant ce temps, Justo, Yui et Ling partent sauver Bulls, mais il est clair qu'ils ne font pas le poids face à un clan entier. Ils ne peuvent pas amener d'alliés car la communication est coupée. Cependant, s'il lui donne un peu de temps, le gars trouve une solution en se séparant de la fille qui apprécie vraiment qu'il l'aide. Cependant, quelques mètres plus loin, elle est facilement capturée par le maître grâce à la barrière. Pendant ce temps, il la blesse pour attirer son compagnon. Cependant, ce vieil homme ne remarque pas une présence très rapide qui le fige, et ce n'est autre que Dong. Mais ce ne sera pas facile non plus. Il commence à l'entourer, et bien qu'il ait une grande agilité et puisse se protéger avec les reliques qu'il a obtenues en chemin, un projectile parvient à le transpercer. Le vieil homme espérait un meilleur combat, mais doit poursuivre et affronter les autres. Sa confiance pousse le protagoniste à le transpercer avec la corne gagnée, l'empêchant ainsi de se soigner. Donc le type accepte. C'était un très bon coup. Le protagoniste met Yuki en sécurité, mais ne peut avancer et lui remet juste le parchemin trouvé dans la grotte de Manchi, avec une nouvelle façon d'utiliser les familiers. Et son pouvoir. Pendant le banquet, la grande chef finit par apparaître, continuant de convaincre son peuple. Qu'elle fait cela pour pouvoir se libérer des chaînes de l'île et avec ce pouvoir, partir conquérir le continent. Pour cela, elle arrachera les pouvoirs des 4 bêtes spirituelles avec l'aide du sacrifice de Burburas, qu'elle se rende enfin compte qu'elle est en danger. Heureusement, Dong s'y oppose, car pour son fantôme, briser les cercles magiques est facile. Il le fait. Il libère aussi les 4 bêtes, désormais sans chaîne et dangereuses pour les méchants. Si ce n'était pas parce que la fille parvient à tous les tenir à distance. Pendant ce temps, le protagoniste gère les membres du clan avec l'oiseau, bien qu'étant une bête. En plus, son assistant est aussi fort. Cependant, avant qu'il ne commence à raffiner le sang et la chair des créatures, le protagoniste intervient. En utilisant des distractions pour pouvoir parler avec les bêtes, il leur demande de lui confier leur liberté et d'unir leur pouvoir à lui. Elles acceptent cela juste pour battre la fille, qui voit ses créatures lui être prises. Pendant ce temps, Dong, lors d'une fusion, obtient sa forme finale. Cependant, plusieurs créatures pour le corps du protagoniste nécessitent un temps d'adaptation. La sorcière m'en profite. Il ne parvient pas à bloquer les attaques et tenter de les esquiver devient prévisible. La défaite est claire et Vermillon suggère de fuir pendant qu'il leur donne du temps. Cependant, Burbujas doit rester avec le protagoniste, qui en ce moment, avec beaucoup de colère, ne comprend pas comment elle peut exposer et sacrifier son propre peuple pour gagner un peu de pouvoir. C'est quelque chose avec lequel la fille semble avoir un certain traumatisme. Cependant, le pouvoir de Dong reste insuffisant et c'est là que Burbujas apparaît. Lui faire gagner un peu de temps. Mais il est évident qu'il ne va pas la laisser seule. La sorcière attaque encore et Vermillon s'interpose pour sauver sa mère, devenant la dernière bête sacrée manquante. Mais il a encore besoin de temps. Et c'est là que Bulls utilise le gant des souvenirs pour distraire la fille, en lui montrant son histoire depuis l'enfance, quand on se moquait d'elle. Pendant qu'elle essayait de vivre heureuse avec son animal de compagnie fidèle, qui rendait tout plus supportable, jusqu'à ce que la guerre entre les clans la rattrape. Pour éviter cela, elle s'est éloignée du conflit avec son animal, cherchant un clan qui l'accepterait. Mais son propre familier l'a trahi, l'abandonnant dans un monde cruel, où la seule chose qu'elle a pu faire, c'est se remplir de rage. Réveillant un certain pouvoir qui n'a cessé de croître, et en se détachant de ses émotions, elle a dévoré tout pouvoir à sa portée sans se soucier de son peuple. Aujourd'hui encore, elle exploite des esclaves pour absorber leur énergie et adapte sa tenue, comme celle du protagoniste, mais grâce à l'énergie de ses sujets. Dawn ignore comment réagir entourée de proches blessés. Mais ici, Bulls et la motivation, elle a les statistiques du personnage de son côté et ils peuvent se battre ensemble. Même si les attaques de la femme sont destructrices, les ailes de Vermillon peuvent-elles être bloquées.
Elles permettent d'équilibrer le combat dans le ciel, tandis que Bulls attaque depuis le sol, profitant du moment pour unir leurs attaques. Duel serré de pouvoir, mais la sorcière, pourtant plus forte, se laisse distraire par la culpabilité. Et c'est là que les protagonistes lâchent tout ce qui leur reste dans une attaque combinée, qui endort la fille pendant qu'elle perd toutes les âmes qu'elle a récoltées. Clairement, ça ne va pas être aussi facile. Ils ne peuvent toujours pas utiliser leurs inventaires pour libérer l'île, et tant qu'ils ne la tueront pas, ils auront des problèmes. La barrière est en train de les enterrer plus profondément. Donald pour un plan B fonçant pour briser la barrière. Il réussit mais se blesse grièvement. Il reste immobile tandis que la sorcière, voyant ses plans échouer, doit étendre son aura. Pour en finir avec elle et tous ceux qui sont à proximité, personne ne peut s'échapper. Cependant, c'est à ce moment-là que les renforts de Ling arrivent. Et c'est 12 ans qui a compris l'exploit que vient de réaliser le protagoniste, qui s'occupe du reste avec un pouvoir assez impressionnant, humiliant la fille, et peu après, tout est déjà prêt. Les prisonniers sont là. Pourtant, Burbujas, ayant vu plus dans les souvenirs de la sorcière, lui révèle que son animal de compagnie ne l'a jamais vraiment abandonné il y a des années. Elle a négocié des jours pour qu'il les accepte, mais en revenant chercher sa maîtresse, elle ne l'a pas trouvé. Elle l'a attendu des jours à leur lieu de rencontre, jusqu'à ce que l'hiver terrasse la créature. C'est un peu compliqué pour la femme. Elle ne sait pas si elle doit croire ses ennemis, mais au fond, c'était une possibilité qu'elle envisageait. Et encore plus en s'en rendant compte, comme ceux de son clan. Alors elle accepte sa punition. Ling, ayant joué un rôle clé, reste avec Yuki, qui s'attache à l'albinos. Le protagoniste les remercie malgré tout et espère les revoir à l'académie. Il fait pour l'instant ses adieux aux créatures spirituelles, qui le respectent déjà. Elles finissent par lui laisser librement les reliques pour qu'il en fasse ce qu'il veut. En plus, Beryllion, qui est probablement la créature la plus puissante, reste avec eux, donc avec tout le butin. Avant de partir, il lui dit qu'ils se reverront bientôt. C'est confus. Mais d'ici, nous allons à l'hôtel où ils sont sur le point de terminer enfin cette mission qui a failli leur coûter la vie. Et l'albinos du clan apparaît pour réparer un peu ce qu'elle a fait en rendant l'âme de Manchi qui a toujours protégé sa femme comme cet esprit. Le héros, possédant la relique qui détruit les malédictions, rend les deux à leur état initial, comme nous l'apprenons. À ce couple qui leur offre un collier en remerciement. La situation se termine plutôt positivement, tandis que le héros prend enfin un peu de repos dans son royaume, où il est de plus en plus surpris. Qu'un monde de jeux vidéo puisse avoir autant de sous-intrigues. Il se passe quelque chose. Après avoir rencontré Burbujas et un peu flirté, ils finissent par s'unir accidentellement. Tous les pris de la mission se rendant compte qu'ils ont débloqué quelque chose, et de façon abrupte, ils sont séparés. Et il s'avère que Dong est le premier joueur à trouver l'indice pour la mission principale. Cela attire l'attention des autres divinités, dont Dusan, également en quête et refusant de rester derrière le protagoniste. À ce moment-là, la porte s'ouvre devant lui et une multitude de codes apparaissent, avec une représentation de ce qui semble être le monde réel. Que se passe-t-il vraiment dans ce jeu et dans le monde de Tianqin? C'est une question que le protagoniste se pose. Cependant, il se sent excité, car c'est le meilleur progrès qu'il ait fait depuis son arrivée dans ce monde. En tant que simple squelette, il est donc temps d'avancer pour trouver des réponses. Cependant, c'est ici que nous arrivons avec ces 2 saisons, qui sont les seules de cette série, et pour le moment, il n'y a pas de nouvelles d'une suite. Mais c'est comme ça, Bilibili peut nous surprendre soudainement. Demain, avec des nouveautés, et dès qu'il y aura la moindre information, je la publierai sur cette chaîne. C'est pourquoi abonne-toi pour ne rien manquer. Aucun détail, aucun résumé ou nouvelle. Sinon, cette série est à voir pour tuer le temps. Elle a une animation principalement en 3D, mais on l'apprécie quand même. Et le meilleur, c'est qu'elle est complète et sous-titrée sur YouTube sans problème. Il ne manque plus que 2000 likes pour que je publie un autre Donghua épique déjà prêt. En attendant. Et puisque c'est une chaîne de Donghwas, je vous laisse avec une histoire vraiment bonne, mais très méconnue, dans une ville contemporaine. En cohabitant avec les extraterrestres les plus hallucinants et dangereux de l'univers, des bêtes colossales. C'est pourquoi les grands héros sont apparus pour agir. Alors, par un lundi après-midi tranquille, Behemoth peut surgir pour écraser quelques enfants qu'il croise. Et c'est là que doit intervenir la Ligue des héros les plus puissants, du moins jusqu'à ce que nous rencontrions le membre le plus faible, Jacinthe. Tous sous les ordres de cette copie de Homelander avec un pouvoir abyssal. Un spectacle incroyable, mais pas tant pour des personnes comme la protagoniste.
Menke, qui ignore tout cela en menant une vie de routine très ennuyeuse. Ou du moins, c'était comme ça, jusqu'à ce que le chaos frappe à sa fenêtre. Un héros qui, en la protégeant, lui fait croire qu'il réussit toujours. Un parasite contenu dans son pendentif s'échappe et infecte la fille, lui causant la condition la plus imprévisible. Et en fait, si elle vient à s'ennuyer d'une manière ou d'une autre, le parasite commencera à lui dévorer ses organes, un peu son sang, jusqu'à la mort. Une nouvelle incroyable pour une employée de bureau presque dépressive qui accepte son destin. Cependant, Jacen est claire sur sa responsabilité. Quand elle plaisante sur un échange de vie, ce n'est pas vraiment ce qui arrive. Nous verrons bien puisque nous avons Levignano le jour où il n'a pas été vaincu, prenant employé et patron en otage. Même si le protagoniste l'affronte bien au corps à corps, que de ne rien faire. Il commence à distraire l'ennemi qui est à la recherche d'un robot doté d'intelligence artificielle. Même si tous accusent la fille à cause de son apparence de personnage non-joueur, le vrai chef surgit derrière, tel un robot parfait, pour attirer l'ennemi dans le vide. Finalement, il entraîne Menke, devenant le protagoniste d'une séquence épique. Il descend, arrive le premier, se prépare puis les laisse tomber inutilement, laissant la fille dans le coma. Et c'est là que tout change. Comme il fait du protagoniste son esclave, c'est un héros destiné à une vie d'aventure. Même s'il travaille, il prévoit de démissionner. Il se moque de tous les salariés, de son collègue le gros. Arriver au bureau et voir le protagoniste laver les vitres montre que la vie d'un héros n'est pas ce qu'on croit. En fait, manger ainsi et dépenser provient de ses propres économies. Le type est à deux doigts, car parmi les héros, c'est celui qui a le rang F le plus parfait. Et même s'il est vrai que la différence de gravité lui donne une grande force et vitesse, il les utilise simplement pour porter de lourds fardeaux. Donc pour le moment, il reste dans l'appartement de Menke, tandis qu'elle, évidemment, doit continuer à travailler. Le prota doit enquêter légalement. Que risque-t-il s'il laisse mourir cet humain? Cela ne lui apporte rien de bon, il vaut mieux chercher de l'argent pour la soutenir. Mais les missions de la guilde qu'il choisit, plus difficiles, perdent bien en échange de littéralement mourir. Tout de même, cette dynamique qu'ils créent tous les deux les amuse, et encore plus lorsqu'ils sont en danger de mort. S'exposer à des robots extraterrestres surdoués ressemble à un jeu, visible aux informations, même en arrière-plan. Mais quand vient le moment de la routine du travail, ils veulent juste mourir. C'est là que Menke trouve l'astuce. Avant que le patron ne lui crie dessus, il finit son travail et rentre chez lui. Ce n'est pas entièrement magique, car le protagoniste reste pour veiller sur la fille. Pour éviter qu'elle ne meure la nuit si le parasite attaque, il aperçoit des inconnus entrer dans la maison. Ces mêmes robots humanoïdes et Esconia semblent chercher quelque chose et doivent fuir pour cette raison. Cependant, Menke cache le fait que, littéralement, lors de la dernière mission, il a arraché la tête de son chef. Elle l'a gardé, réglant ainsi tous ses problèmes au travail. Pour qu'elle ne meure pas. Le prota s'infiltre au travail pour extraire l'intelligence artificielle d'un ordinateur, ignorant qu'il s'agit d'un piège. Le millionnaire derrière tout ça, on l'appelle Wan. Puisque le type sait que Menke a gardé quelque chose dont il a besoin, et il menace Jansen de le récupérer sans problème. Où va-t-il révéler son secret? Ainsi, pendant 2 jours, il cherche en cachette de la fille qui a tout entendu. C'est pourquoi, quand elle réalise qu'on l'observe, la même fille cherche un accord et réclame, en échange de la puce, une intelligence artificielle pour son travail. Cependant, ces robots ont d'abord besoin de preuves. C'est ainsi que Wan l'a fait passer pour lui devant son propre père. Le vieux est surpris que son fils crasseux soit devenu si parfait. Il n'est plus otaku et ne se masturbe plus. C'est fou au point que ça commence à devenir étrange. Et le vieux veut juste retrouver son vrai garçon, ce qui touche Wan, qui le croit. C'est faux. Son père ne l'aime pas. Voyant qu'elle en a assez de l'absurdité de la vie, elle subit une forte hémorragie et se retrouve à l'hôpital. Pendant ce temps, Jacen apprend de mauvaises nouvelles à cause de sa négligence au travail. Littéralement, son rang est en dessous de celui du gros otaku, niveau 600, alors les choses changent. Maintenant, il obtient des missions plus accessibles pour lui, pendant qu'il crée des passe-temps pour que cette femme ne meure pas. Wan, désormais retraité millionnaire, poursuit son rêve de devenir chanteur. Et c'est ici que la nouvelle mission du protagoniste apparaît, couvrant cet immortel qui est à la recherche du sens de la vie. Donc la chose la plus logique est de l'emmener avec des gens qui ont réussi. Mais les humains sont souvent très superficiels, et quand ils rencontrent un obstacle, ils restent bloqués trop longtemps. Comme on le voit lorsque le protagoniste soulève 300 kg d'un bras et gâche son rêve. En groupe,
Le vieux capte leur attention par une annonce en 2 étapes, pour découvrir le sens de la vie. En rencontrant un autre humain superficiel, il lance un discours de motivation pour ensuite te vendre son cours en ligne en 2 étapes simples. Et beaucoup de marchandises, clairement une arnaque. Alors l'immortel veut partir, en plus d'attribuer une très mauvaise note au protagoniste. Mais ils sont interrompus par cette blonde qui veut clairement voler le riche. Elle élimine les gardes sans effort. Et elle soumet le protagoniste qui, bien qu'il soit fort pour les humains, est un perdant au niveau de sa propre race. Cette femme contrôle les objets à volonté, la rendant invulnérable aux projectiles, pièges et autres. C'est pourquoi quand Janssen se libère de la pierre et que tout le monde commence à s'enthousiasmer un peu, il reste quand même maîtrisé. Et c'est là qu'il cherche un plan B. L'escroc a un dispositif de communication avec la Ligue. Mais comme Menke ne veut pas se mettre en danger, c'est aux gardes de s'en charger. Eh bien, ils font ce qu'ils peuvent, puisque la blonde les punit un par un. Alors Jacinthe décide de tout miser sur un plan où Menke distrait un peu la fille, avec le dispositif qui ne fonctionne pas. Juste pour que Janssen utilise son portable et que la fille demande de l'aide au chef des héros de cette ville. Il faut le dire, cela change totalement la scène avec une entrée épique sur place. Un vieil homme en costume qui, d'une seule main, tient la fille, laissant l'escouade de nettoyage tandis qu'il l'emmène pour la punir ailleurs. Malgré tout, le Menke, après tout ce chaos, prouve qu'elle est courageuse, mais elle refuse elle-même de le reconnaître. C'est là qu'une nouvelle attaque du parasite l'endort et que l'assistant de Wan lui prépare une grande transfusion. Il en profite pour la calmer, non seulement avec le paysage de la Terre, mais aussi avec le message qu'elle voulait entendre, car dans un endroit comme la Terre. Curieusement, c'est assez inclusif pour ne pas faire de différence entre les forts et les faibles. À la fin, chacun a son moment, peu importe qui. Situation excitante pour eux deux, où Menke décide de faire le premier pas avec ce baiser, dans un moment assez étrange qui les amènerait à reprendre leur relation. Plus profonde, bien que très tendue, car le contact devient plus gênant et commence à tout suggérer, sur le plan sexuel. Grâce à Mo, la fille se calme et comprend qu'ils doivent parler s'ils s'aiment. Cependant, pendant qu'elle prépare une attention romantique pour la soirée, le protagoniste passe une très mauvaise journée car il est de moins en moins utile dans sa ligue. Pendant ce temps, il ressent le mépris de ceux qui sont censés lui être supérieurs. De plus, son chef l'informe qu'avec son rang actuel, il risque de perdre sa licence de héros. C'est ainsi que la nuit tombe et Menke est heureux pour la déclaration qu'il va faire. Et il tombe sur un protagoniste épuisé qui ignore évidemment la situation. Parfois, il fait semblant de ne rien comprendre, juste pour la surprendre avec la nouvelle. En voyant qu'elle est plus stable ces derniers temps, le mieux serait de déménager pour ne plus causer de problème. Menke, sans contexte, ne ressent que colère et frustration. Au moins, elle peut se défouler sur l'immortel qui revient encore demander un service. Et en fait, le protagoniste l'accompagne sur une planète où les habitants vivent très peu de temps. Cela leur fait sans doute comprendre plus vite le sens de la vie et les problèmes qui finissent par toucher toute l'équipe. Pour voir des créatures qui consacrent leurs 3 mois de vie à l'amour, naître, tomber amoureux, avoir des enfants et mourir. Un geste simple pour le vieux, mais touchant pour Menke à ce stade. Allongé, il l'ignore. C'est ainsi que nous avançons avec Mo et Wan, qui trouvent une plante. En la sentant, elle les plonge dans une illusion d'amour, ce qui ne fonctionne pas parce qu'ils se dégoûtent mutuellement, mais en la sentant seule. Menke attire tous les célibataires, les plongeant dans l'illusion avec ses idéaux d'homme à son service. Cependant, cela est dangereux pour sa vie, et Janssen essaie de s'interposer, mais la colère que la fille lui porte le bloque. Le protagoniste lui a expliqué qu'il se sentait responsable d'elle, sans éprouver d'amour. Mo l'aide, car l'homme ne s'en aperçoit pas. Lui parler clairement et gentiment. Le problème, c'est qu'il rivalise avec des idéaux parfaits, tous reflétant un aspect du protagoniste. On comprend pourquoi cela lui plaît. Le problème, c'est que ces types sont complets et sans souci, en étant gentils. Il tente de l'impressionner, mais elle s'enfonce encore plus dans cette réalité. Il ne reste qu'à user de violence, toujours la solution, sauf quand le millionnaire arrive, car il ne peut pas faire ça avec lui. Il dit tout ce qu'il pense, clairement. Cette nuit-là, il connaissait les intentions derrière l'amitié de Menke. Mais toute la journée, il était perdant. Cela ne l'encourageait pas à accepter une fille le voyant en héros, sachant qu'elle le dépasserait sûrement mentalement. Des paroles qui touchent tellement qu'elles font que la fille détruise totalement l'illusion et qu'elle soit maintenant heureuse de ce qu'elle vient d'entendre. Elle lâche un « je t'aime »
C'est curieux que, enfin, ce soit réciproque, dans une séquence digne d'un feuilleton d'amour pur. Du moins jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'appartement, où le protagoniste ne finit pas par faire ses débuts. Car son ami d'enfance, Envidia, finit par l'emmener sur sa planète d'origine. Impossible de communiquer avec la Terre ou Menke. En fait, cet endroit, par ses conditions extrêmes, a créé cette race de surhumains pour défendre la galaxie. Et maintenant, tous ces héros sont à une réunion importante, où leurs nouveaux grades vont leur être attribués, comme il l'avait déjà annoncé au prota. Et c'est parce qu'il a une note si basse. Sauf erreur, ou polémique ayant légèrement amélioré son score, il devrait retourner sur sa planète sans moyen d'en sortir. Il peut désormais renouveler son permis, mais avec un entraînement intensif. Ruby, sa fidèle amie, choisit de l'accompagner. Menke, désespéré pour le héros, cherche partout jusqu'à trouver le garçon aux cheveux verts. Maintenant, il est sur une île avec son ami d'enfance. Il l'a envoyé dormir, mais elle l'a finalement démoli avec une mauvaise note, l'obligeant aussi à passer son permis. Ainsi, les jours passent, où le protagoniste endure les épreuves, étant le moins doué. Pendant ce temps, Menke essaie de vivre ses journées normalement, mais Jansen s'est un peu trop immiscé dans sa vie. Ainsi, malgré la douleur du protagoniste, c'est elle qui part d'abord, sombrant dans le coma en se souvenant de lui. Cela le prouve, l'obsession de Ruby remonte à leur enfance. Si tu t'es choisi et avais un grand pouvoir, tu devenais héros. Sinon, avec une capacité inutile ou absente, tu restais instructeur sur ta planète, pour les nouvelles générations. Et c'est ici qu'une petite Ruby devait ressentir la frustration et le harcèlement de ne pas avoir de pouvoir. Mais le protagoniste, toujours là pour l'encourager et lui remonter le moral pendant des années, l'a amené à un point où elle a obtenu un pouvoir de niveau S. Et Jansen, rien du tout. C'est pour ça que les épreuves lui coûtent toujours autant, parce qu'elle n'a pas la condition physique, ce qui est tout le contraire. À son frère Joe, qui, comme nous l'avons découvert, a été l'un des plus grands héros de ces dernières années jusqu'à sa retraite. Étrangement, c'est lui qui lui a offert le pendentif à l'origine de cette aventure. Pourtant, elle garde toujours une image positive de son frère. Une fois rétablie, elle retente l'épreuve. Avec toute la motivation, elle commence plutôt bien, cependant, elle décide de prendre un raccourci. Même pour les héros les plus forts, cela devient un enfer. Mais s'ils parviennent à passer, cela leur facilite grandement la route. Mais l'esprit le détruit, alors Ruby décide d'aller le sauver. Mais la surprise, c'est que Jansen, quelques minutes plus tard, apparaît de l'autre côté avec la fille dans ses bras. Sous les applaudissements et le respect des autres héros, cependant, Rudy sait vraiment ce qui s'est passé. Et c'est que le raccourci est un enfer pour l'esprit, selon la puissance du héros. Alors, Jansen ? Non, aucun pouvoir, sauf la différence de gravité que nous avons remarquée. Ce type, il a dû passer sa vie en difficulté maximale, avec les meilleurs mondiaux sur sa liste. Mais bon, il arrive sur Terre juste pour ne pas trouver Menke nulle part, et il lui reste encore la dernière épreuve pour pouvoir récupérer sa licence. Cependant, il y a une explication. Et c'est que Menke, après le coma, reçoit la visite de Mo, qui la voit totalement rétablie, comme si rien ne s'était passé. Clairement, quelque chose a changé avec le parasite. Et comme Mo est fan de super-héros, elle décide de l'emmener dans son laboratoire, financé par Wan, pour lui faire passer une tonne d'examens. Ils découvrent qu'ils peuvent plier de petits objets. Pendant plusieurs jours, elle s'entraîne pour renforcer son esprit, mais constate peu de changements. Cependant, un jour, alors qu'elle traverse un épisode de dépression à cause du protagoniste, quelque chose s'éveille comme la dernière fois, ajoutant un changement à son pouvoir qui lui permet maintenant de refaire les choses. Les objets, c'est-à-dire que ses émotions influencent sa capacité. Ainsi, elle s'entraîne jusqu'à pouvoir détruire de grands objets par la pensée. Mo informe une personne mystérieuse de tout ce qui se passe. En réalité, la fille veut faire de Menke l'héroïne de ce monde. Pour cela, ils doivent se rendre dans un endroit isolé, ce qui leur prendra plusieurs jours. Et c'est la raison pour laquelle Yasen n'a trouvé personne. Cependant, elle doit voyager jusqu'à la dernière épreuve de la licence, ce qui les fait passer par de nombreux endroits. Ils doivent aussi changer de statut, simplement pour que, après tant d'épreuves, ils se retrouvent en mer, où un mystérieux bateau apparaît avec rien de moins que Menke elle-même. Heureuse de voir enfin le protagoniste, qu'elle peine à reconnaître avec sa nouvelle couleur humble, mais qui l'émeut. Cependant, c'est ici qu'on nous donne le véritable rebondissement. Ce n'était pas vraiment une coïncidence, beaucoup reste à révéler. Ici, nous reprenons l'histoire. Lors de la rencontre de Menke avec l'homme qu'elle aime, qui, malgré sa couleur de carton mouillé, est heureux de la voir. Yasen ignore que la femme a désormais des pouvoirs et est une héroïne indépendante. Alors il tente de la protéger. Mais Menke est en mission pour capturer un voleur de poissons parmi les plus exotiques.
Ils l'ont dans leur viseur et l'attaquent avec des torpilles. Ruby lui dit qu'il vaut mieux qu'il parte chercher les héros clandestins pour lesquels la Ligue les paie. En le disant, ils réalisent qu'ils sont juste devant eux, mais le protagoniste refuse d'accepter l'implication de Menke. Mais ici, ils sont interrompus par la voleuse de poissons, qui s'avère être la même blonde qu'avant et qui a humilié le protagoniste. Cependant, l'aura de Menke a changé et révèle une puissance libérant tous les poissons capturés. Des millions de yens lui échappent, et la blonde furieuse finit presque par retourner complètement le bateau, tout en continuant d'attaquer. Alors Yasen met la fille en sécurité qui se souvient de la sensation d'avoir été sauvée. Le protagoniste essaie, tandis que Ruby met tout le monde en sécurité. Le type n'est pas très puissant, mais il a de la détermination et finit par donner un coup de poing au visage de cette femme. Juste pour en recevoir un 2 fois plus fort. Ensuite, désavantagé dans l'eau, Ruby prépare un décor. Cependant, ce combat est impossible. Sa magie à distance dépasse la leur et il manque aussi de conditions physiques. Au loin, Menke lance les dernières torpilles, ce que la blonde trouve ridicule. Cependant, quand ses bras se plient, son état d'esprit change. La fille montre à tout le monde comment elle contrôle les objets à volonté, et en la distrayant, elle utilise le rayon laser du navire pour la surpasser, tandis que la fille ne peut que s'échapper pour le moment. Ici, Menke veut que le protagoniste se sente héros, mais pour lui, cela va de soi. Alors il l'emmène à l'écart. Elle ne pense qu'au fait que le revoir l'émeut beaucoup. Furieux, il lui interdit d'utiliser ce pouvoir, affirmant que les humains ne devraient pas l'avoir. En fait, si quelqu'un l'apprend, ils seront tous les deux perdus. Elle ne comprend pas, et le protagoniste lui avoue. Le secret de la Ligue et des Sévillans, leurs pouvoirs ne sont pas innés, mais proviennent d'un parasite cardiaque, comme celui qui l'a attaqué, elle. Et c'est important, il est sorti d'un pendentif que le protagoniste avait. Il lui a dit que c'était une maladie en phase terminale, mais il ne lui a pas mentionné qu'elle développerait aussi des pouvoirs. La fille se fâche qu'il lui ait caché tout ça, elle se croyait spéciale. Cependant, en se rendant compte qu'ils sont écoutés, il les rassemble pour les convaincre que révéler le secret sera le scandale définitif pour les héros et la Ligue. Malgré tout, Emo réfléchit comme une enquêtrice, et a toutes les possibilités. Et malgré tout, la plus problématique reste Menke, qui, maintenant qu'elle profitait davantage de la vie, doit se cacher. Et le pouvoir qu'elle a obtenu? Malgré tout, après avoir réfléchi un peu, elle se fâche contre le protagoniste, mais finit par accepter. S'il trouve comment lui rendre ses pouvoirs, elle le fera sans hésiter. Cela conduit à une scène gênante. Ils boivent sans retenue, et la nuit, tout le monde cède à l'alcool. Elle avait un somnifère avec lequel Mo s'allie au propriétaire du bateau, car celui-ci lui fournit les fonds pour enquêter sur la jeune fille. Ce statut de dieu qu'ont les Sévillans et transformer n'importe quel humain en super-héros. Car la réponse au pouvoir de ces soi-disant créatures invincibles se trouve dans un petit parasite. C'est pourquoi Menke se sent trahi. En plus, ils ont abandonné les autres à leur sort. Mais Mo avoue s'être infiltré dans sa vie pour obtenir des réponses en observant ses symptômes étranges. Leur vécu à l'hôpital et à l'entraînement était réel. Et tant de fois, à ces hémorragies incontrôlables. Malgré tout, c'est une chercheuse qui doit satisfaire celui qui a tant investi en elle, ce à quoi Menke pense et qui la rend étudiable. Yasen reste sur une barque isolée, tandis que Ruby croit à tort que Menke les a trahis. Depuis l'enfance, le protagoniste sait qu'on lui a dit que les parasites choisissaient un hôte incarnant courage et justice. Mais en vérité, en y réfléchissant bien, il y a des cas comme avec la blonde, où on ne sait plus vraiment ce qui se passe, puisqu'elle est censée être une bandite. Ruby pense néanmoins que le protagoniste mérite ses pouvoirs. Pendant ce temps, on voit comment Mo enquête, mettant Menke plus à l'aise, ce qui ne plaît pas au millionnaire. Elle ne ressemble pas à une femme kidnappée. Alors s'il lui demande des résultats rapidement, où Mo lui explique que les pouvoirs de la fille réagissent surtout à l'excitation émotionnelle. Mais l'enquêtrice n'obtenant pas de résultats rapides, le type revient violemment avec des gardes et injecte un stimulant à la fille. Pour tester ses pouvoirs, mais sans succès, son corps échappe à tout contrôle et le laboratoire explose sous l'onde de choc. Alors que Menke subit de fortes hémorragies, son état est si critique que le parasite cardiaque décide de quitter son corps. Sait-il qu'il pourra le rendre à Yasen? Mais elle se souvient aussi de ses propres paroles, que malgré le fait d'être une employée faible, elle pouvait se battre pour ce qu'elle voulait vraiment. Alors, sans réfléchir, elle prend le parasite et l'avale à nouveau. Le millionnaire veut l'injecter à nouveau, mais Menke, comme elle peut, essaie de s'échapper.
Même en perdant beaucoup de sang, elle parvient quand même à déplacer des objets. Et même si elle rencontre des ennemis, elle réussit à les enfermer. Elle avance avec la seule pensée que Yassen apparaisse pour la sauver. Mais c'est le millionnaire qu'elle rencontre, avec un autre stimulant. Mo, ayant échoué, décide de l'arrêter. Séparer le parasite du corps de la jeune fille risquerait fort de la tuer. Le type s'en fiche, il la frappe, lui faisant bien comprendre qu'il veut ce pouvoir pour lui, et Mo n'a pas d'option. Avec la trousse de secours, elle l'assomme puis tente de donner du sang à Menke, gravement blessé, avant l'arrivée des gardes. Elle se sert du millionnaire pour les faire chanter. Mais la fille va toujours mal, la situation est critique, et c'est là qu'apparaît, à grande vitesse, quelque chose qui la sauve. Mais ce n'est pas Yassen, c'est le hasard. Les amène au chef avec une œuvre interminable, trouvée près d'ici, cherchant justement la voleuse blonde. Quelque chose se passe, le type comprend tout de suite. Et comme il n'a personne pour juger ses actions, il essaie d'en finir avec Menke. Sinon, c'est parce que Yassen apparaît pour les sauver. Pendant ce temps, le blond est confus. Il lui dit et nous donne quelques indices. Il sait qu'ils doivent tuer une humaine qui a obtenu les pouvoirs d'un sévillant. En fait, c'est mieux pour le prota. S'il agit ainsi, le pouvoir du parasite reprendra sa forme initiale et il pourra devenir le héros qu'il a toujours souhaité être. Yassen lui dit que pour le moment, ce n'est pas sa priorité. En plus, il s'agit de gens innocents, en ayant confiance que le symbole de la justice pour le monde ne les attaquerait pas. Mais sans réfléchir, il charge son rayon laser pour faire exploser tout le bateau. Tout le monde finit gravement blessé, tandis que le protagoniste se lamente d'être aussi faible que toujours. Malgré tout, au fait, le blond reconnaît qu'il est très résistant, que s'il prenait le parasite, il pourrait même lui donner du fil à retordre. Mais c'est un idiot sans chance. Cela offense Menke, qui essaie d'attaquer, mais ce n'est pas très efficace. Le blond va-t-il les éliminer? Ce n'est pas personnel, c'est pour le bien de sa race. Cependant, ici, Mo s'interpose, qui malgré le fait d'être humaine et faible, le distrait pour s'approcher suffisamment de la fille. Pour lui injecter un stimulant plus stable, la fille se réveille, régénérée, prête pour le vrai combat. D'abord, quelques mots sur la docteure. Une femme qui a consacré sa vie depuis l'enfance à devenir une chercheuse d'exception, sacrifiant tout type d'interaction, du moins jusqu'à ce qu'elle s'entoure de quelques personnes qui ont gagné son respect. Cela n'a aucune importance pour le blond, qui chauffe déjà le rayon laser pendant que Menke prépare son pouvoir. Ce n'est pas une attaque, mais une défense. Il détourne les rayons de Superman pour les retourner contre lui. Cela met le chef en colère, qui augmente la puissance, mais le résultat est le même. Cependant, la fille commence déjà à prendre un peu trop confiance, pensant qu'elle peut maintenant attaquer. Et c'est une hémorragie massive qui la remet assise. Le type a la victoire assurée, mais Menke reçoit la stimulation ultime lorsque Yassen la prend par la taille. Cela lui permet d'esquiver encore quelques attaques et d'avoir l'opportunité de s'échapper en barque. Malgré tout, ce monstre n'a aucun mal à les suivre à grande vitesse. Ils ne peuvent que combiner leurs compétences pour se propulser. Mais Menke touche déjà à ses limites. Mo sait que les stimulants fonctionnent, mais il lui en injecte tellement à la fois que c'est un risque énorme. Malgré tout, c'est la seule issue, le gars est quand même sur le point de les rattraper. Sinon, c'est parce que la blonde apparaît, avec des comptes à régler, pour blesser par surprise le surhumain. Pendant ce temps, un portail les emmène en ville, directement dans l'appartement de Yuan, une connaissance de la blonde, mais qui est furieuse, qu'elle lui cause encore plus d'ennuis, allant jusqu'à amener son patron chez elle. C'est pourquoi, sur le moment, elle le fait sortir de l'endroit avec d'autres portails qui traversent d'autres zones, d'autres mondes, voire d'autres Donghua. Tout cela est déjà résumé sur la chaîne pendant que les filles discutent de leur plan. Bien que le protagoniste soit le frère d'eux, et qu'ils lui tiennent à cœur. La blonde propose que personne ne révèle ce qu'ils ont vu, tandis qu'elles empêcheront le blond de les poursuivre. Il demande seulement à l'enquêtrice de poursuivre l'analyse du fonctionnement des parasites cardiaques. Ils n'ont pas d'autres options. Alors ils acceptent et l'équipe rentre à la maison. Le problème, c'est que, avec autant de substances dans le corps de Menke, il explose pratiquement. Urgence. Ici, nous avançons de quelques jours pour voir comment les héros sévillants préservent leur réputation d'êtres invincibles et bienveillants. Pendant ce temps, Menke revient heureuse au travail. Son patron s'étonne qu'elle passe désormais son temps à jouer l'héroïne avec son petit ami. Mais justement, Yassen essaie d'appeler la fille, qui ne lui répond pas pour une mission. Ruby veut déjà qu'il fasse quelque chose de différent, mais Yassen a fait une promesse. Revenons donc à cette nuit où la fille souffrait, et même si la présence de Yassen l'apaisait. Il ne lui cache pas les choses importantes, car il a aussi découvert qu'elle est entrée illégalement sur Terre. Yassen cède et avoue l'avoir fait pour retrouver son frère. Bien qu'il soit un héros important, il avait déjà disparu.
C'est alors qu'il l'a rencontrée. Menke comprend ce qu'il lui dit, alors il lui promet qu'il n'utilisera pas ses pouvoirs si cela peut l'aider. Mais le protagoniste a déjà un plan, et si elle veut devenir héroïne, il la déguisera en assistante. De retour au présent, où elle raconte l'histoire à sa collègue de travail, qui se trouve justement être une grande fan de Joe. Selon elle, il fait partie des premiers Sévillans à arriver sur Terre et à fonder la Ligue. C'est donc un homme puissant. Cependant, elle commence à enquêter et il n'y a aucune trace de lui sur Internet. D'autant moins s'il a laissé des investissements qui, selon elle, revenaient au protagoniste. En revanche, il est mentionné qu'il a fait don de la majorité de son capital à un centre d'aide. Cependant, ils sont interrompus par Yassen, qui fait irruption dans le bureau. Était-elle excitée d'être une héroïne pendant les 2 premières minutes? Mais elle ne s'attendait pas à ce que les missions soient aussi répétitives. Ce n'était pas la vie qu'elle voulait. Et finalement, elle se sent mieux au bureau. En réalité, elle ne peut s'empêcher de s'ennuyer partout. Les choses sont plus excitantes avant d'être atteintes. De plus, le parasite choisit ce qui l'ennuie ou non, comme pour la blonde qui arrive. À cet instant-là, son amie l'a mise dehors de l'appartement parce qu'elle était littéralement en train de torturer le patron avec des portails infinis. Cela lui poserait clairement problème car Yuan est l'une de ses employées. Lors de cette réunion improvisée, où Yassen arrive aussi, Menke pensait qu'il serait fâché qu'elle lui ait fait faux bond. Mais il lui montre que dans les informations, on rapporte la mort du millionnaire du bateau. Mo et les autres regrettent clairement d'avoir laissé le type à la dérive. Mais le prota ne croit pas qu'il s'agisse d'un accident, alors ils vont mener une enquête sur place avec la blonde. Quelque chose effraie Menke qui craint un piège. C'est donc au prota d'y aller pour protéger les autres. Et c'est la camarade de Menke qui se rend compte que cette fille blonde lui ressemble incroyablement, avec une héroïne, camarade de Joe il y a de nombreuses années, connue sous le nom d'Étoile. Elle a aussi participé à la création de la Ligue des héros. Mais en ce moment, elle enquête sur l'endroit où ils ont trouvé le millionnaire. Et elle est surprise par un tas de méta-humains. Elle décide d'utiliser ses pouvoirs avec lesquels elle met une raclée à chacun d'eux. L'endroit est détruit. Prota semble piégé dans un des conteneurs. La collègue de Menke se rappelle enfin qu'Estrella a été la compagne de Joe. Ils ont formé une relation que toute la ville désirait et soutenait. Ils ont même fait un film sur leur dernier jour dans lequel on les voit, en une journée, sauver la ville. Elle s'est sacrifiée pour son chef, ce qui a suscité encore plus d'empathie du public pour cette relation qui avait pris fin. Dès lors, la Ligue a été mise en avant médiatiquement. Cependant, Estrella. Il se peut que sa mort ait été simplement simulée par quelqu'un. Malgré tout, ils n'ont pas suffisamment de preuves pour le confirmer. D'autant plus car maintenant, la fille est une voleuse avide d'argent. Cependant, Justo, elle arrive au bureau dans un état assez grave et avec plein de blessures, que Mo l'aide à guérir avec l'un de ses stimulants. Cependant, il ne la laisse pas se reposer et la confronte directement pour savoir si elle est vraiment Estrella. C'est dans quelque chose qu'elle ne peut pas totalement nier. Cependant, en fait, il y a des choses comme qu'elle continue de cacher. Et c'est ici que Jansen arrive, pour qu'on lui résume ce qui se passe. En gros, la Ligue est déjà au courant. Qu'il y a une héroïne humaine, ils sont en train de la chercher. Mais ils n'ont trouvé que le bateau du millionnaire. Ils l'ont éliminé et ont utilisé son corps pour tendre un piège et pouvoir les capturer avec les méta-humains. Donc maintenant, il est plus qu'évident que la Ligue n'est qu'une façade. En fait, voici la véritable histoire. L'héroïne star n'est jamais morte. Elle a seulement été blessée lors du dernier combat contre Joe. Mais contrairement à ce que le film a montré au monde, elle s'est réveillée dans un centre étrange, avec la mémoire confuse et sans savoir où se trouvait Joe. Elle avance dans le centre, se sentant surveillée, alors qu'à l'extérieur, son identité d'héroïne a été annoncée morte. D'après les informations, Joe serait tombée en dépression et aurait disparu. Mais la jeune fille n'est pas complètement innocente non plus. La Ligue lui a versé une grosse somme d'argent pour garder le secret. En réalité, si elle est devenue voleuse, c'est parce que, comme dit précédemment, les parasites choisissent ceux qui ne les ennuient pas. Et pour elle, c'était le consumérisme extrême, acheter des choses de façon compulsive. Elle a dépensé tellement d'argent qu'il ne lui reste plus qu'à voler pour continuer le cycle. Le fait est qu'on commence à dévoiler ce qui se passe vraiment avec la Ligue et son complexe de vouloir maintenir ce statut de supériorité. Vous savez ce qui suit ? Visiter le centre thérapeutique où Estrella s'est réveillée, ainsi que celui où tout le monde est allé. Les admissions de Joe, un lieu lugubre nommé Association des compatriotes sévillans. Cependant, alors que tout le monde s'y dirige, justement, l'une des employées de cet endroit rencontre Ruby qui se sentant perdue dans ce monde humain et sans la compagnie de Jason. La femme peut lui offrir un bon traitement. Clairement, la jeune fille innocente se trouve en grand danger. D'autant plus qu'elle finit par accepter. Cependant, cela et bien plus encore
La partie de ce Donois qui, en vérité, est vraiment très divertissante. Comme toujours, Zero X nous montre le monde des héros sous un angle différent. Est-ce que tu t'accroches à ce monde si coloré? Dès le premier chapitre, avec des personnages vraiment drôles sur un château. Si je vois du soutien sur cette vidéo, je préparerai la prochaine partie dès qu'on atteindra 2500 likes. Pour l'animation, j'essaie d'inclure un maximum de scènes, mais elle brille vraiment à certains moments. Et un peu plus sérieuse lors des combats, et très fluide, donc ça rend vraiment bien. Ça en fait une série digne, pour en profiter pleinement sur grand écran. Pour moi, c'est tout. J'espère que le résumé vous a plu. À la prochaine. Comme l'a dit mon père, je vous laisse.